Alors attention, donc vidéo très importante. Alors je rappelle à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, donc il n'y en a pas, ou presque pas. Donc je rappelle qu'ici les informations sont obtenues dans l'éther, bien sûr, de façon exceptionnellement claire par rapport à mes concurrents qui n'en sont pas, vu le niveau. Donc bon, il ne faut pas être méchant avec les autres, mais franchement, ils ne seraient pas capables de trouver un hippopotame dans un étang, même s'il n'y avait pas d'eau. Donc bon. Alors, là, ce qu'on va faire, donc, c'est la liste. Alors, je vais essayer de faire court parce que la liste est épaisse. Le monde, c'est grand. Malheureusement, ça finit par se voir quand on traite l'information comme ça. Et comme l'Atlantide a existé sur très longtemps, puisqu'à à peu près 160 à 170 000 ans, il y a eu beaucoup de bâtisses. Alors bon, là, je vais vous faire un premier passage où on va poser. Alors, je vais poser en gros que en rouge les grosses cités inconnues, mystérieuses, qui ont une utilité particulière et qui sont en fait pas à la surface. Et je mettrai en bleu. Alors ça se verra pas top forcément. Bon, faudra zoomer. Mais bon, l'idée c'est plutôt de vous montrer vraiment déjà qu'il y a quand même un sacré paquet de choses à voir sur Terre sans aucun problème, et même en France. Donc pour les moins, les moins fortunés, il est très facile d'aller en France observer des vestiges atlantes qui on les passe pour des vestiges romains, bien sûr. Ah, même si les Romains n'étaient pas foutus de mettre une pierre comme les Atlantes, on n'est pas on va dire une idiotie près dans l'archéologie pour les neuneux. En fait, il est quand même, faut préciser qu'il est consternant de voir qu'on peut se limiter à se mentir soi-même et à se convaincre d'inepties sans fin, dans l'archéologie ou dans n'importe quel autre sujet, bien sûr. C'est très intéressant de voir qu'on a des gens qui sont capables de vous dire que ce sont les Romains qui ont fait des dallages de pierre avec des petites inclusions, on va dire, en queue d'aronde, en choses comme ça. Donc, bon, des tas d'invraisemblances totales, techniquement infaisables, mais si, c'est les Romains. C'est pas... On a l'impression que les Romains, c'était les Atlantes dans l'esprit des archéologues, alors que c'est pas du tout ça. Les Romains, c'était une civilisation comme une autre, menée par des abrutis, parce que c'était l'ombre qui menait Rome, mais au-delà de ça, technologiquement parlant, il faut rappeler un petit détail, par exemple, quand on dit très long, les Romains, quand ils tombent sur les Gaulois, ils ont des glaives en bronze et ils se battent contre des épées en acier. Parce que les Gaulois ont de l'acier qu'ils avaient hérité de l'Atlantide, faut quand même mais qu'ils n'avaient pas perdu. En fait, comme les Romains, c'était l'ombre, ils passaient leur temps à effacer les traces des autres et envahir tout, comme des gros cons en fait. Et ils sont tombés sur les Gaulois qui, eux, avaient conservé l'acier, la connaissance de l'acier, comme d'ailleurs en Angleterre, comme d'ailleurs dans tout un tas d'autres pays, l'acier continuait d'exister. Et du coup, avec leurs petits glaives de bronze, les Gaulois, ils taillaient les glaives en allumettes avec leurs épées en acier parce que, parce qu'en fait, ils avaient une technologie supérieure héritée d'avant. Il faut savoir que les Gaulois faisaient de l'acier, de l'acier courant, mais ils faisaient de l'acier carbone, de l'acier trempé, carbone, ils faisaient des variantes d'acier assez impressionnantes, en fait, puisque c'était aussi solide que ce qu'on fait de nos jours. Donc croire que parfois la technologie ne vient pas du passé, c'est une erreur. Donc là, on va voir donc en France. Alors en France, nous n'avons pas... Ah si, mais j'allais médire. En France, allez, on commence par la France, petit pays. Alors, je fais un petit truc rouge. Alors sur certains pays, ça se verra pas, mais alors justement, ça tombe bien, on va dire Paris, France. Paris, France, ça va, c'est très amusant. On a découvert ça il n'y a pas très longtemps. Du côté de Noisy-le-Grand, quelqu'un habite là-bas, et en fait, parce que nous, on était étonnés, parce qu'on arrive et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de délais, c'est propre, vibratoirement parlant, c'est pas normal, parce qu'en fait, on est quand même dans une grande agglomération. Comment se fait-il que le coin est stable, on va dire, énergétiquement parlant, le coin est trop propre, trop stable, c'est plus propre que dans des petites villes ou des petits villages. On a regardé en dessous ce qui se passait, donc il n'y avait pas de point d'ancrage, il y avait en fait une cité enterrée. Donc de ce côté-là de Paris, on va dire, en fait, il y a une cité atlante qui est entièrement enterrée. Alors quand je dis enterrée, c'est pas enterrée sous 25 cm de terre. La cité complète est enterrée,
C'est-à-dire qu'on passe au-dessus de la pyramide la plus grande et on rajoute une petite dizaine de mètres sans problème, si ce n'est pas 20, de terre en plus, alors de roches et de terre, qui sont posées délicatement sur une cité qui est en pierre, donc extrêmement solide, avec des formes pyramidales extrêmement solides. De ce fait, en fait, la cité, elle, en fait, est protégée pour le temps. Ces cités-là ont été ensevelies parce qu'elles ne servaient pas pour les Atlantes pendant l'Atlantide, par exemple, à des hommes. Elles servaient pour les jardiniers de la terre pendant l'Atlantide des jardiniers de la terre, où il y avait presque plus de jardiniers de la terre que d'êtres humains. Donc, certaines cités étaient dédiées à la vie traditionnelle des jardiniers de la terre, et c'était des pas très grandes cités, mais bon, comme il y avait parfois 500 jardiniers à la terre à abriter dans un coin et dans un autre, bah bon, on faisait des cités comme ça. Donc là, à Paris, on en a une. Après, donc à Nice, pour les choses qui sont faciles à visiter, vous avez à Nice, il y a une pyramide. Alors, à visiter, non. Là, il faudra aller sur Internet, quelques vieilles photos. À Nice, vous avez la pyramide. Il y avait une pyramide à Nice qui a été détruite pour faire l'échangeur de l'autoroute. Elle a été détruite vers les années 70. Il y a quelques photos accessibles. Bon, on voit très nettement une forme pyramidale avec des grosses pierres. Il y a un petit reportage qui est dédié. Le gars, il dit que carrément, les entrepreneurs du coin la prenaient comme carrière de pierre. Hop, tiens, viens, on va chercher de la pierre. Ah, c'est marrant, c'est tout cubique. C'est sympa ces carrières de pierre, comment dire, déjà toutes faites. Donc, en fait, elle a servi de carrière de pierre très longtemps. Et ensuite, pour l'échangeur, elle a complètement été gommée. C'était pas une grande pyramide, mais en tout cas, voilà, en fait, elle a subi une destruction totale. Bon, ils ont rasé le sol, ils ont fait la route par-dessus, basta. Je sais pas où ils ont foutu les pierres, mais enfin, je dirais qu'ils avaient de la pierre d'avance là. Disons dans le cas présent, et ces pratiques, elles sont déjà toutes cubiques. Alors, c'était pas une pyramide à très grosse pierre, c'était une pyramide à grosse pierre, mais manipulable par l'homme avec des grosses machines, des choses comme ça. Bon, tu vois qu'on fait pas attention à l'état de la pierre à la fin, c'est pas grave, ça peut se faire. Donc on a ailleurs donc ce qu'on appelle le mur païen. Alors le mur païen en Alsace, il est très déconstruit. Il est abîmé, bon parfois ils le restaurent, ils font des trucs comme ça. Et ce mur païen sur le mont Saint-Odile en Alsace, si on regarde, à la fin en creusant un peu, on regarde, il y a des parties qui sont un peu préservées, surtout vers le bas. Et en fait, on voit très nettement que par exemple, il y a donc des broches métalliques à certains endroits. On voit des pierres avec d'anciennes broches bon, qui ont disparu hein, parce que il est très vieux ce mur-là. Il est assez détruit. C'est tout simplement un mur d'enceinte ou un mur de soutènement de terrassement qui reste de l'Atlantide en fait. Mais là, c'est pas récent. En fait, c'est pas récent. On n'a pas regardé vraiment ce qui se branlait par là. Hein. Désolé, mais bon, on peut pas tout voir. Donc, parce que certains trucs sont plus intéressants que d'autres. Simplement, on passe, on regarde, ça a été fait par qui, quand, boum, et on y va. Donc, bon, seuls les endroits autres, parfois, qui nous intéressent spécialement, on regarde un peu plus précisément. Par exemple, bon, en France, on a donc deux périodes. On a une période où on a la cité enterrée. Donc ça, c'est très vieux. Ça, la cité date à peu près de 140 à 150 000 ans sans problème. Et ensuite, on a plus récemment vers la fin de l'Atlantide, en fait, les Atlantes ont dit, bah tiens, on va un peu s'étendre et puis on va positionner des points d'ancrage. Alors, il y a des points d'ancrage en France. En gros, il y en a un vers le Mont Saint-Michel, il y en a un vers, comment dire, ouais, un peu vers Marseille, mais dans les terres, et un peu vers la côte pyrénéenne, un petit peu en face de Marseille, quoi, un petit peu par là, mais vers les terres. Et il y en a un au Mont Beuvray. Donc, Mont Beuvray, il est où Pont du Gard, oui, Jura, oui, Mont Beuvray. Donc, il y a le Mont Beuvray, alors connu puisque documenté, il y a un petit reportage dessus. Moi, je regarde le petit reportage, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils se foutent de ma gueule? Je vois un truc là, avec des pierres parfaites, nickel. C'est encore les Romains, bien sûr, qui l'avaient fait. Ils sont forts, ces Romains, ils sont partout à la fois, et en même temps, ils font plein de choses. Alors là, vous avez une structure en forme de petite barque. Donc c'est un peu grand, hein, c'est quelque chose qui est en forme de barque, donc c'est juste, c'est un petit peu carré là, puis ensuite ça fait un œil, entre guillemets, si on regarde par au-dessus, ça n'est pas l'œil de rat. Donc au Mont Beuvray, comme ça, vous avez donc une structure en forme de barque
qui ne mène à rien, mais qui est en fait un point d'ancrage, donc des systèmes qui sont un petit peu partout dans le monde, qui véritablement en fait étaient des systèmes pour relayer la lumière, alimenter et relayer, et comme on va le voir après, les points d'ancrage aussi, souvent, très très souvent, il y avait une structure où l'eau du point d'ancrage, puisqu'on a les Atlantes concevaient toujours un point d'ancrage avec un gros cristal et un système où il y avait de l'eau qui baignait le gros cristal et l'eau était en fait redisponible après avoir baigné le cristal pour en gros l'eau servait de catalyseur énergétique de masse et ça faisait la masse et le cristal émanait dans les airs et l'eau, en passant évidemment sur le pied du cristal, en baignant le cristal, se chargeait. Et chaque point d'ancrage était un endroit où les Atlantes allaient pour picoler un peu d'eau, hop, 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 parce que chaque cristal avait une fréquence particulière et par exemple, un cristal allait bien soigner les problèmes de peau, les ci, les ça, un autre cristal allait être très fort pour la longévité ou des choses comme ça, parce que chaque cristal n'était pas forcément le même que le cristal qui était à quelques centaines de kilomètres de là. Donc là, au Mont-Beuvray, donc là c'est Mont-Beuvray, Sud-Bretagne, oui. Donc le Mont-Beuvray, bon, c'est par là. C'est par là, là. C'est un peu, c'est par rapport à l'Auvergne, c'est plus du côté de Lyon et c'est là où il y a le E de la France, à peu près. Là, il faut vraiment zoomer pour voir. Même si c'est une grande carte, parce que j'ai pris une grande carte, le problème c'est que ça reste, pour certains pays, ça reste un peu petit. Hein. Donc bon, là, vous pourrez zoomer pour voir, mais de toute façon, vous tapez Mont-Beuvray, vous trouverez donc la petite barcasse romaine, bien sûr. Hein. Le jour où les Romains, même des petites pierres comme ça, ils n'étaient pas foutus de les tailler aussi propres. Donc bon. Ensuite, Mont-Beuvray dans le Morvan. Ensuite, on a le pont du Gard. On a le pont du Gard pour tous ceux qui n'ont pas le sens de l'observation. En fait, le pont du Gard, c'est une géométrie parfaite. On a un exemplaire. En fait, il y a la route du Gard. J'avais vu un reportage que j'ai pas retrouvé. En fait, il y a une route qui mène au pont du Gard. Et en fait, parce que en France, si on veut descendre au pont du Gard, il y a un endroit où il y a plusieurs ruisseaux et petites rivières, et il y a plusieurs ponts. C'est la route de je ne sais trop quoi. Bon, bien sûr, c'est soi-disant les Romains qui l'ont faite, mais en réalité, le pont du Gard, en fait, plus ces ponts qui sont sur cette route, sont en fait tous de la même époque romaine, mais en fait, en réalité, ils datent de la fin de l'Atlantide, ils ont été taillés en pleine roche, donc ils ont été pris dans la roche pour certains, plus en fait l'extension qui a été faite par des jardiniers de la terre. Bon là, on parle de ponts qui sont ouvragés, décorés, c'est vers la fin, il y a un petit jardinier de la terre qui gère un peu, et il y a aussi des artisans humains équipés de matériel qui aident, donc pour faire avancer le truc. Le pont du Gard n'a jamais servi, puisqu'en fait, il a été fait comme ses petits frères, en fait, à la période de la fin de l'Atlantide. C'est ainsi que on va dire comment il s'appelle celui-là? Et Pont du Gard, le Castellum de Nice, puisqu'en fait, normalement, le Pont du Gard semble alimenter le Castellum de Nice, mais en fait, le problème que nous avons, c'est que l'eau, bon, bah, était acheminée, mais en fait, l'eau n'a jamais coulé par là parce qu'en fait, tout simplement, les Atlantes ont été pris de court. C'était la fin de l'Atlantide, tout à fait patatrac. Et le Castellum de Nice est très facile. Nîmes. Attendez, je regarde. Castellum de Nice. Non, ça doit être Nîmes. C'est pas Nice. J'ai dû me tromper quelque part. Donc, le fameux Castellum de Nîmes, il me semble, Nîmes ou Nice, mais je crois que c'est Nîmes. En fait, si on approche, puisqu'il est visitable, on voit très bien, bon, c'est rond, et on voit des pierres qui sont taillées au millimètre, usées parce que les Romains se sont raccordés dessus et l'ont peut-être essayé de l'utiliser. Néanmoins, en fait, le Castellum avait été fait sans que, en fait, il serve, puisque la ville en fait n'a jamais été construite, puisqu'en fait la fin de l'Atlantide a mis une fin au chantier. Donc autant les ponts plus le Castellum en fait n'ont vraiment pas vraiment servi, et sauf si les Romains ont alimenté le Castellum ou mis quelque chose en place, c'est très possible puisque finalement les travaux étaient faits. Il n'y avait plus qu'à mettre en eau en fait. Donc bon, on remarquera pour le pont du Gard que si vous vous renseignez sur des ponts romains, qui par contre sont vraiment romains, donc faits en béton de chaux basique, avec des petites pierres, des machins, des trucs, vous allez trouver des ouvrages dégradés,
qui ont soi-disant le même âge, et effectivement ils ont le même âge. Vous allez trouver des aqueducs romains complètement pourris, parce qu'ils ne sont pas en pierre massive, sans joint, taillé au dixième, donc qui n'est pas romain. Donc autant le pont du Gard, lui, il a très facilement, on va dire, persisté 13 à 14 ou 15 000 ans sans se fatiguer vraiment, puisqu'en fait il n'y a pas de joint, pas de mortier, il n'y a que des pierres triées, sélectionnées pour être dans le meilleur de la pierre, parce que l'ouvrage nécessitait une précision parfaite. Il y a un autre pont quelque part, je ne sais plus, je ne l'ai pas noté. C'est un pont à 17 jambes ou un truc comme ça, dans une autre ville, bon, je vous en reparlerai. Donc, toujours pareil, on a des voûtes parfaites, mais surtout pas de joint. La pierre est bord à bord. Et quand il y a un joint qui est fait, c'est parce qu'ils ont restauré l'usure un peu de la pierre par le ruissellement des eaux de pluie, et ils ont fait des joints, on va dire, à la poche ou à la chaux ou n'importe quoi. Bon, ils ont fait des joints à certains endroits. Néanmoins, je suis sûr que si quelqu'un va au pont du Gard de près, observe les piles, il finira par trouver des pierres à décalage, c'est-à-dire des pierres qui ont un léger décalage avec un emboîtement parfait. Je voulais y aller, mais avec manque de temps, manque de moyens, je peux pas y aller parce que bah voilà, j'ai pas le temps. Et en fait, il y a des choses à faire ici. Donc bon bah, si quelqu'un veut faire une petite vidéo pour capturer visuellement tout simplement le montage des pierres du pont du Gard et les ponts précédents, vous verrez qu'en fait, il n'y a pas de joint, il n'y a les pierres sont ajustées. On remarque que de nos jours, il y a quand même des archéologues, plus des guignols à cerveau rétréci, qui affirment et qui vantent que les Romains faisaient des assemblages sans mortier. On arrive à se mentir jusqu'au point où on arrive à dire des conneries plus grosses que soi. C'est pas la peine de faire bac plus 28 pour en fait dire des énormités de ce genre. Moi, je taille la pierre, je sais ce que c'est. Bon, même si on peut faire des choses très précises de nos jours, on n'en est pas encore là. Donc bon, enfin bref, on ne va pas revenir sur les inepties humaines. Elles sont beaucoup trop nombreuses. Donc à Lyon, alors à Lyon, on a aussi quelque chose qui a été débuté, qui n'a pas été fini, c'est les souterrains de la Croix-Rousse, en arête de poisson. Donc fin d'Atlantide, pareil. C'est quelque chose qui n'a pas été achevé. Donc ils avaient commencé à faire ça, et puis en fait, bon bah patatrac, l'Atlantide s'écroule, on arrête les travaux et puis on fait autre chose. De toute façon, la motivation et le pliage, en fait, entre guillemets, les jardiniers de la Terre ont plié les Gaules et ils ont dit bon bah allez, on arrête, ça suffit. Donc on arrête de jouer. Donc on a ça. Donc en France, on a deux époques, mais surtout la dernière époque, c'est là où on va voir le plus de choses, mais je dirais que le truc, c'est que c'est arrêté avant fin des travaux, et bien sûr, c'est associé aux Romains. Alors, il faut croire que les Romains ont été faire des choses là, partout dans le monde. De là jusque là, c'est les Romains qui ont tout fait. Ou les Égyptiens avec des petits cailloux. Donc là, bon, les archéologues n'ont pas d'explication, mais visiblement, ça ne les gêne pas. Donc bon, on ne va pas les embêter. Alors, on a une pyramide. Il y a quelqu'un qui, d'ailleurs, a fait un petit reportage dans le sud de la France, vers Nice, une autre pyramide un peu plus grande, dans les régions niçoises, qui se cache. Il y a quelqu'un, il y a quelques années, qui avait dit qu'il avait trouvé certainement une pyramide, bon, mais effectivement, il y a un endroit, j'avais regardé sur Google Earth, il y a un endroit qui est suspect, qui a vraiment une géométrie particulière, et c'est certainement une pyramide. Bon, nous, on avait regardé, la pyramide est plus alimentée par l'eau, parce que c'est toujours pareil, il y a besoin d'eau dans les fondations, c'était prévu pour, et la source qui alimentait cette pyramide ne coule plus. De ce fait, l'énergie qu'elle génère est complètement morte. Il n'y a plus d'énergie du tout. On a, petit détail, alors au Mont-Saint-Michel, on a donc petit Mont-Saint-Michel, bon, qu'on ne voit pas sur la carte. Ici, on a l'ancienne cité Atlante, bon, qui est ensevelie, hein, qui est sous la flotte. Donc c'est l'ancienne cité dont Edgar Cayce disait qu'elle avait le rayon de la mort. Donc c'était un rayon très puissant à base solaire qui pouvait vous couper une montagne en deux temps les gros, enfin deux coups les gros, et puis une montagne. Donc c'était un rayon extrêmement puissant, concentré par les forces du soleil, patati patata, donc bon, un truc très destructeur, bon, qui n'a pas vraiment servi, heureusement. Et en fait, bon, fin de l'Atlantide, là, de ce côté-là, il y avait pas mal de choses et ça a coulé en fait. Et la cité n'est pas très loin, hein, du Mont Saint-Michel. Et
Ça fait rapport à, du côté par là, de la Normandie-Bretagne, il y a une légende celtique c'est pas la ville d'If, mais la cité d'If. En fait, bon, c'est un très vieux truc qui est dans les légendes, et effectivement, c'est ça. C'est la cité d'If, la légende de la grande If, ou un truc comme ça. Donc voilà. Et nous avons à Sénarpont, une ancienne installation, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, une installation circulaire qui fait tout le tour de Sénarpont. Sénarpont, c'est dans la Somme. Et à cet endroit-là, les gens tombent très peu malades parce qu'en fait, il y a un chargeur de vaisseaux, entre guillemets. Des petits vaisseaux venaient au-dessus de cet anneau, en fait, de matière qui transmettait de l'énergie et rechargeaient un petit peu leur capacité. Ils chargeaient de l'énergie, hop, ils se reconnectaient. Ensuite, ils restaient là un petit peu, puis après, ils s'en allaient. Les gens de Sénarpont, simplement, habitent là. Et ils ont remarqué, il y a toute une histoire sur Sénarpont, en fait, ils ont remarqué qu'ils n'étaient pas très malades. Et pendant la peste, ils n'étaient pas malades du tout, pendant les pestes. Donc Sénarpont est connu pour ça, jamais expliqué, il faudrait creuser, il y a un grand anneau de matériaux spécifiques dans le sol, un peu profond quand même. Donc ça soigne. Alors c'est tout pour la France, ouais c'est ça. Donc c'est pas si mal parce que c'était quand même un endroit qui n'était pas très peuplé au départ. Et c'était pas l'endroit le plus peuplé. Mais ça a pris sur la fin. C'est dommage, en fait, quelques édifices ont pris forme et puis en fait, tout le monde est mort. Enfin, en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont morts. Hein. Ça a été les destructions, le gros. Mais bon, on était quand même relativement de l'épicentre du gros problème qui était ici. C'est pour ça que les côtes. Donc, on va reparler de l'Écosse et de l'Irlande et de l'Angleterre. On va remarquer que là, les côtes anglaises et plutôt écossaises, c'est hyper dentelé, déchiqueté à un point rare. Hein. C'est très bizarre. Donc, c'est parce qu'en fait, la cité principale de l'Atlantide était là. On va dire, à la place de mon doigt, ici, comme ça, vous aviez la cité. Il y avait une langue de terre, c'était pas cassé comme ça, le continent continuait là, enfin, l'île, entre guillemets, continuait, et c'était ici. Et en fait, c'est cette cité qui donne lieu à toutes les légendes de l'Atlantide. Et en fait, alors on va donner son nom réel. À l'époque, elle s'appelait Hautland. Alors Hautland, pourquoi Haute? Le haut de Hautland, c'était parce que la cité était circulaire. Tout était conçu en cercle. Certaines personnes, artistes et autres, dessinent et font des motifs en rond pour cette cité, ça leur plaît de la mettre en rond instinctivement, c'est simplement qu'ils y ont habité ou que leur esprit va chercher dans les terres l'explication. Donc cette cité était grande, c'était la plus grande de toute la planète, c'était le centre administratif de l'Atlantide, et c'est véritablement là qu'une très grosse part de la lune de cristal est tombée et a complètement coulé et déchiqueté les îles. Donc ce qui a un peu traumatisé la cité elle-même. Il en reste certainement des vestiges, mais c'est minchi, c'est vraiment au fond de l'océan. Et il reste sur les côtes parfois un petit tunnel dans des côtes perdu, un petit tunnel qui donne accès à une petite pièce annexe, mais c'est vraiment perdu dans les islands. Et alors, faut savoir quand même qu'on a 2 points d'ancrage sur l'Écosse, un petit peu plus bas et un petit peu plus haut. Là, je ne vais pas les dessiner parce que sinon des points d'ancrage, je vais vous en faire partout. Mais on a quand même, du coup, du côté de l'Écosse, 2 points d'ancrage très bien définis. Et j'ai même un petit jardinier de la Terre qui faisait un voyage par là. Il est allé sur place. Il est allé sur place et il est resté scotché 1 semaine quasiment sur place tellement l'énergie était fantastique. Du coup, il a profité du point d'ancrage. Et donc, bon, c'était amusant parce qu'il me faisait le retour de son expérience en me demandant plus ou moins où c'était. Donc, et puis, donc, il a trouvé l'un des 2 points d'ancrage et il y en avait un plus haut qu'il a aussi trouvé. Donc, au moins de loin, pour un jardinier de la Terre, on va dire, si vous fermez les yeux, énergétiquement parlant, vous voyez un jet de lumière au loin, vous savez qu'il y a un problème. Donc, voilà. Donc, bon, des personnes qui vont dans les terres, qui ne sont pas jardiniers de la Terre, du moment qu'elles ferment les yeux en direction de quelque chose, c'est pareil, elles verront un jet de lumière. C'est la même chose. Donc nous avons, alors en Écosse, Irlande et tout ça, il y a certainement des vieilles choses, mais ça a été très rebâti dessus. J'ai rarement vu des reportages. Là, il y en avait un sur les côtes, ici, là, par là.
vers une côte. Alors ça s'appelle vers Dunbar. C'est vers la côte ici, par là, ouais. Bah, Dundee, là, Dundee, vers Dundee, Dunbar. En fait, il y a des restes, il y a des trous sur les côtes avec des bacs qui ont été taillés dans la roche et des fondations sur le bord de mer, mais c'est vraiment très très mêlé à la côte, c'est presque imperceptible, et il y a d'autres images où c'est un peu plus perceptible, on voit très bien des blocs massifs, mais en fait, bon, il n'y a pas grand-chose qui a été observé, mais il y a, c'est sûr, il y a forcément des gros bâtiments, des choses comme ça, mais simplement c'est pas bon, c'est pas très visible à l'heure actuelle parce que les Anglais, les Écossais, tout ça ont rebâti dessus et bon, il y a de la croûte de terre qui s'est fait dessus et puis bon, avec l'explosion, je pense qu'il y a eu des, on va dire des choses qui ont été jetées sur le terrain. De ce fait, bon, c'est un peu enseveli à mon avis, hein. Mais il y a quand même des fondations, c'est sûr, en termes de, je dirais, de choses très grosses. Mais c'est pas très documenté. Par contre, c'est pas trop documenté. C'est ça c'est dommage. Donc, Italie. Bon, là, c'est un peu plus documenté. Italie, on est sur les Atlantes de la Méditerranée. Donc, on rentre dans la zone méditerranéenne. Bon, là, il faut être très clair. Là, c'en est flingué. Tout le bassin méditerranéen est vraiment flingué comment dire, de bâtiments anciens. Bien sûr, c'est les Romains qui les ont faits, c'est évident. Alors, on a comme exemple, en Italie, on a le lac Albano, avec un tunnel de drainage qui est droit sur plusieurs centaines de mètres, dans une montagne. Il va légèrement descendant, sur un pourcentage hyper précis, et bien sûr, c'est les Romains qui l'ont fait. Donc nous, on a regardé, c'est absolument pas les Romains, et la responsable, entre guillemets, s'appelait Thémis. Donc Thémis, jardineuse de la terre, qui a mis en place ce petit trop-plein d'alimentation d'eau pour alimenter autre chose. Donc bon, comme il est impossible de dater quelque chose qui a été gratté dans la pierre, puisqu'en fait, on ne peut pas dater la pierre qui est creusée, puisqu'elle date de l'époque de sa formation géologique, on ne peut pas dater un tunnel dans la pierre. La seule chose qui indique qu'on a affaire à une technologie un petit peu trop avancée, c'est le fait que le tunnel, par exemple, est totalement rectiligne, sans aucun écart. Bon, là, on sait qu'on a affaire à la technologie supérieure parce que on ne peut pas creuser à l'époque des Romains des tunnels de façon parfaitement rectiligne avec des mecs, avec des pioches et en fait des outils manuels, c'est pas possible. Tenir la droiture comme ça, c'est impossible. Mais bon, c'est Romain, hein. On va pas en faire tout un plat, hein. Il y a des archéologues quand même, il y a des gens intelligents sur Terre. Ou pas. Alors, on a le temple de Diana. Alors là, bon, moi c'est, ouais, j'ai dû le marquer quelque part. Donc je vous donnerai au fur et à mesure des noms de sites. Néanmoins, dès que vous cherchez sur Internet, suffit de taper le nom, on va dire, de ce que vous cherchez, vous trouverez de toute façon des vidéos de gens qui sont allés visiter, qui vous font des petites vidéos en anglais, souvent, en russe parfois. Les Russes sont intéressants, ils font des vidéos dans des coins où personne ne va. C'est très intéressant, il y a des petits gars qui ont des chaînes russes, bon, ben, on va pas comprendre ce qu'ils disent, mais ce qui est sympa, c'est qu'ils vont montrer des choses un petit peu moins ordinaires. Donc là, on a le temple de Diana en Sicile. Là, il y a de la belle pierre. C'est joli. Donc, la Sicile, ouais, ici, au bout de la botte, ça va avoir mal d'ici peu de temps. Je ne peux pas le dire. Donc, on a Céphalou. Alors, on a des fondations qui sont incluses dans une ville actuelle. En Italie, comme les gens habitent, on va dire, sur les anciens supports, parfois, on va avoir la pierre mégalithique, donc la première couche atlante, très ancienne. Ensuite, on va avoir des couches atlantes plus récentes, en pierre un peu plus petite et beaucoup plus rectangulaire. Et ensuite, le bâti romain et le bâti moderne. Donc, différents types de murs, c'est très clair. On voit deux, trois périodes. On ne peut pas confondre. Donc, ensuite, on a Santa Severa, un château avec des fondations atlantes. Alors là, c'est très très clair parce qu'on a le château qui est, je crois, en enduit, et puis on a les fondations atlantes qui sont beaux blocs bruts, bon, romains bien sûr, hein, ou grecs, hein, allez savoir. Donc, on a Segni,
Il y a de beaux restes, c'est pareil, des belles pierres, des beaux assemblages. Là, on est sur certainement deux périodes quand même. Une période très ancienne où parfois on a d'énormes blocs et des périodes plus récentes où il y a eu du rebâti et du décoratif. Puisque beaucoup de décors que l'on va dire c'est les Romains qui l'ont fait, c'est parfaitement faux. Les Romains, parfois, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils récupéraient un temple et ils faisaient des sculptures en bas-relief dessus pour s'approprier le temple. Donc, ils mettaient des sculpteurs à sculpter des scènes romaines sur la pierre existante, quand c'était en très bon état. Et parfois, il y avait déjà des moulures, des colonnes, en fait, tout le style. Alors là, c'est pour ceux qui connaissent, mais tout le style corinthien, tout le style avec le chapiteau, le triangle et ceci et cela, les feuilles d'acanthe ou les choses comme ça, qui datent très 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 loin, soi-disant, c'est absolument pas romain. C'est déjà Atlante. On commençait à décorer plus profondément les temples qui sont sur la Méditerranée. Beaucoup de choses sur la Méditerranée. Hein. Ça a été très habité. Donc on a la Cosa, forteresse avec des fondations atlantes. On a Palestrina, fondation atlante sur une construction romaine au-dessus. Alors Palestrina, c'est assez bordélique. Il y a beaucoup de constructions romaines, alors beaucoup de petites pierres, du béton romain, de la merde. Et un coup de temps en temps, on voit qu'il y a des grosses fondations en pierre, des grosses colonnes en pierre, avec de la merde romaine dessus. Donc du gravat romain, moi je dirais. Hein. Puisque c'est vraiment de l'assemblage grossier et merdique. Donc voilà. Le mont Circeo, un grand mur, etc. Alors Norba, des beaux murs aussi. Ferentino. Alors, en fait, on remarque quand même que c'est pas mal sur la côte ici. Hein. La côte arrière, pas trop, il y en a un petit peu, mais je pense qu'ils sont tenus loin de Naples, du volcan, tout ça. Ils se sont dit, on va pas y aller. Donc ouais, c'est pas Naples d'ailleurs, mais bon. Moi, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal sur la côte qui est par là, plus de bâtiments que sur la côte qui donnent sur en face Croatie et Monténégro, tout ça, Bosnie-Herzégovine. Donc par là, en fait, il n'y a pas, mais du côté plus où c'est petite mer Méditerranée, il y a plus. Et ensuite, on a Alatri, donc à Acropolis. Donc tout ça, très clair, c'est Jardinier de la Terre. Il y a des blocs qui sont tellement spectaculaires, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait. Bon, il y en a quand même beaucoup qui sont perdus dans les montagnes, hein, c'est perdu. Bon, c'est touristique, mais il faut vraiment se casser la tête pour y aller, il faut savoir que c'est là. Et ensuite, on a parfois, les gens réhabitent dessus. Donc ça, c'est amusant parce que ça permet de voir les époques de bâti. Alors, dans le même coin, on a la Sardaigne qui appartient, on va dire, à cette époque-là de montage. Il y a 3 points d'ancrage en Sardaigne. Bon, j'espère que je les ai notés. On espère. Donc, alors, par contre, en Sardaigne, ce qui est assez curieux, c'est que la fabrication, on voit que c'est Jardinier de la Terre, mais c'est très grossier. On a des très grosses pierres. Bon, ça doit tenir du calcaire qui a été utilisé, qui s'est pas mal érodé, qui a fondu sous la pluie, en fait. Ils ont sorti les blocs, ils ont fait des gros trucs. Alors, il y a des choses qui sont un peu mieux conservées. Il y a des choses qui semblent assez foutoirs, je trouve. Bon, faut savoir qu'a priori, comme ça a fait patatrac à une époque ou une autre, les gens du coin ont dû remonter à certains endroits brièvement ce qu'ils ont pu, avec des moyens locaux, quoi, et on voit que c'est pas si bien organisé. Mais il y a des zones, très clairement, c'est vraiment jardinier. Et on a aussi, ça c'est amusant, on a des traces de chariots, ce qui prouve qu'il y avait une cité, au moins une cité qui vivait là en plein temps. Donc les chariots, comme j'ai déjà expliqué, c'est simplement un chariot automatique sur lesquels on mettait les batteries de pierre, et en fait le chariot faisait un tour assez vaste d'un endroit particulier. Il passait par-dessus, par exemple, des veines ferriques, il passait sur des quartz, il passait sur différents matériaux comme ça. En fait, les jardiniers de la Terre repéraient des zones où il y avait des émanations naturelles de radiation du sol, et en fait, le chariot faisait un circuit en automatique, et chaque cube de pierre qui était dans le chariot prenait, on va dire, cette radiation à travers sa propre matière, et en faisant le tour, le chariot, en fait, accumulait différents types de chargements, en fait,
naturel et la pierre était chargée. Donc le chariot, peut-être il mettait 3-4 jours à faire le tour, hop, il revenait, boum, on prenait ces petites pierres et on les remettait dans la maison, on échangeait peut-être avec une pierre qu'on venait de poser. En tout cas, en fait, c'était un chariot automatique et il y a des traces. Alors, les traces de chariot, il y en a un peu partout dans le monde, hein. C'est ça qui est amusant. Et bien sûr, on dit que c'est des trucs romains, même en Inde. Donc, bon, soit c'est moi qui suis con, soit il y a un problème. Donc bon, aujourd'hui, les gens, c'est comme ça, hein, les archéologues, c'est ouais, il y a des trucs partout. Je suis un peu attristé de l'imbécilité qui arrive à régner dans l'humanité avec les exemples que l'on a. Comment nier l'évidence? Il faut vraiment soit être très con ou le faire exprès. Donc dans les deux cas, il y a un problème quand même. Donc bon, c'est peut-être qu'à un moment donné, ça fera. Peut-être qu'un jour, aux 20h, on dira oh, finalement, les Romains étaient des escrocs, ils avaient tout pris aux Atlantes. Donc bon, mais ça m'étonnerait. Donc on a le mont Baranta. Donc là, le mont Baranta, c'est pas très joli, c'est pas top. Toujours des pierres un peu mal agencées. Il y a une petite caverne très amusante, il y a un endroit, alors ça ressemble à rien, c'est un trou qui a été fait dans de la roche, mais par contre, très curieusement, quand on rentre dedans, alors c'est pas très grand, hein, c'est certainement juste pour, on va dire, habiter là pour des personnes, je dirais, qui gardaient des troupeaux, des choses comme ça, puisqu'il y a des petites logettes pour dormir, mais c'est pas très grand, ça fait même pas 10 mètres carrés, mais par contre, le plafond est ouvragé, c'est dans un seul bloc de pierre, le plafond est ouvragé, les petites niches sont parfaitement faites, propres, les structures sont parfaitement bien faites, il y a un petit peu de motif, c'est très précis en plus, la forme est précise, régulière, c'est assez amusant, c'est typique de l'Atlantide, on fait des choses simples, sur lesquels on va vivre, mais par contre, il y a une précision qui est anachronique, entre guillemets, puisqu'on va se dire, bah ouais, mais ça c'est des gens avec leur petit burin, leur petit marteau, ils ont fait le truc, donc c'est impossible à faire aussi bien, aussi propre et aussi régulier. Il faudrait vraiment se faire vraiment chier, pour être très clair, pour faire une forme hyper régulière, volontairement, surtout que là la forme est légèrement arrondie, avec des petits motifs, tout ça, dans la pierre. Il faudrait que le gars, à l'époque, il se casse la tête, mais d'une force, qu'il fasse des petits calculs, qu'il prenne toujours des repères de profondeur. Je ne vous raconte pas, quoi. Le mec, pour creuser la caverne, il aurait pris 10 ans pour qu'elle soit aussi propre. À la main, en suant et eau et sang. Donc voilà, bon, petite caverne qui fait plus propre que le reste, on va dire. Alors, on a 3 puits sacrés. Alors là, par contre, c'est ça qui est amusant, c'est qu'autant les grosses constructions font très mégalithiques parfois, mais très érodées, là, par contre, on a 3 puits sacrés. Donc, si vous tapez sur Internet puits sacré, vous allez trouver. Donc, puits sacré de Santa Cristina, puits sacré de Santa Vittoria, di Seri, n'est-ce pas? Et puits sacré de Predio Canopoli. C'est compliqué leur nom, hein, c'est la Sardaigne. Hein. Donc je crois que c'est une part de l'Italie d'ailleurs. Donc, ce qui est amusant, c'est que celui de Canopoli, Predio Canopoli, il a conservé l'installation extérieure. La plupart des points d'ancrage, souvent le dessus va être légèrement détruit, par le temps, mais surtout parce qu'on prend les pierres, on s'en sert, on ne sait plus à quoi ça sert. Là, en fait, ce qui est amusant, c'est que c'est resté dans l'état. Donc, si vous allez regarder, vous verrez qu'il y a 2 petits bancs sur les côtés, une pierre au milieu avec un petit trou. Et ça servait parce que les gens, en fait, venaient là, le puits d'ancrage est en dessous, bon, le cristal n'y est pas, puisqu'en fait, il est encore en dessous, dans une chambre qui est en dessous. Là, il y a juste un accès, en général, il y a de l'eau, sauf si la source s'est arrêtée, mais il y a des marches, on peut descendre dans une forme ronde, et là par contre ces 3 puits ne sont pas en pierre grossière, sont en pierre parfaitement taillée, hyper bien conservée. Bon bah là c'est encore les Égyptiens ou les Romains qui ont encore fait ça, et par rapport à le reste de l'île, on voit que le style tranche, c'est un style précis, un style net, il y a très peu de décors, mais c'est super propre au niveau de la taille, typiquement Atlante, hein. Et celui-ci donc a conservé le dernier a conservé le fait qu'on peut s'asseoir. Alors c'est fait pour les humains, hein, donc il y a 2 petits bancs de pierre.
une petite pierre au centre avec un trou, tout simplement dans le temps, l'eau sortait, les gens récupéraient un petit gobelet d'eau, le buvaient, restaient là. D'abord, ils profitaient du point d'ancrage vibratoirement parlant pour se régénérer, pour aller bien. Et l'eau permettait, bien sûr, on emmenait peut-être de l'eau chez soi pour simplement la boire parce qu'elle était énergétiquement hyper positive. Et aussi, bon, bah, on restait un peu sur place à boire son petit eau, bon, tranquillement, quoi. C'était la vie tranquille de l'Atlantide. C'était pas la vie d'aujourd'hui où tout le monde s'énerve et s'affole de partout. Donc, bon, c'est amusant, mais la vie moderne nuit à l'humain. Donc là, c'était donc ce petit Prédiocanopolis. Donc tout ça, c'était les points d'ancrage. Voilà, donc là, pareil, sur l'île de Sardaigne, c'est relativement inachevé. C'est-à-dire qu'ils avaient commencé, ils avaient mis les puits, ils avaient ci, ils avaient ça, et, et ça s'est, bon bah voilà, ça a été interrompu, donc ça n'a pas vraiment été fini, mais on avait déjà quand même le chariot, donc je dirais quand même une petite cité en cours de développement, parce que le chariot a laissé des traces en Sardaigne, donc il a fallu quand même qu'il tourne 500 ou 1000 ans sur place. Donc quand on dit inachevé, les Atlantes construisaient tout le temps, donc en 160 000 ans, ils ne se sont jamais arrêtés. Donc bon. Mais ça se faisait, je dirais, lentement, rapide et lent, quoi. On n'était pas pressé, et en même temps, construire était sans effort. Donc c'est ça qui est amusant. Alors, c'est tout pour ce truc-là. Oh, je fasse pas de bêtises. J'ai numéroté parce que je vous raconte pas quoi. Déjà, j'ai passé des plombes à tout cataloguer, tout ci, tout ça, et il en reste. Donc, je ferai certainement une vidéo complémentaire pour quelques petits points, quelques curiosités. On pourra passer un peu plus de temps à interpréter, enfin pas interpréter, mais en tout cas préciser certains points intéressants. Alors là, on attaque la Grèce. Bon, en Grèce, j'ai pas tout mis parce qu'en Grèce, il y a finalement, on va dire, tous les vieux trucs grecs et même des trucs, je suis sûr, qui ne sont pas répertoriés. Vous allez en ville et hop, vous tombez sur quelque chose. Donc, précision. La Gréquie, Athènes. Bon, bah, Athènes est en rouge déjà, mais en fait, à Athènes, ici, vous avez une cité ensevelie. Pas ensevelie, cette fois-ci, c'est plus astucieux que ça. Sous Athènes, à un moment donné, vers la côte, vous avez la montagne en fait est creuse et ils ont rebouché avec des roches tellement grandes et tellement bien ajustées qu'en fait ils ont rebouché une grande ouverture qui donnait sur la mer de façon avec une épaisseur phénoménale. Hein, on est sur des épaisseurs, on va dire qui peuvent voir le temps passer, ça peut s'éroder autant qu'on veut. Donc ils ont rebouché l'ouverture de façon à ce qu'avec l'érosion, ça ne se voit pas. Ou vraiment, il faudrait regarder et se dire, ah ben là, j'ai une limite, mais c'est à flanc de roche, donc personne n'y va et personne n'a jamais fait le détail. Mais nous, en arrivant à Athènes, très clairement, en dessous, à un endroit, il y a une cité complète. C'est pour ça que quand on va à Athènes, du côté d'un endroit, je crois que c'est au-dessus des grands monuments, il y a un gros plateau rocheux et sous le plateau, il y a une cité complète enterrée. Donc ça servira pour la fin, puisqu'en fait, quand ça va trembler, quand ça va être un peu la fin des temps, hein, d'ici peu, en fait, il y a des petites brèches qui vont s'ouvrir et les gens se cacheront dans la cité du dessous, ce qui leur permettra de survivre à certains événements dramatiques. Donc voilà. Donc là, très clair, grosse cité pas enterrée, mais cachée, donc volontairement, hein, parce que parce qu'ils savaient que c'était la fin de l'Atlantide, donc ils ont tout rebouché pour conserver la cité du dessous. Il y en a d'autres, puisque dernièrement on est tombé sur une cité quelque part par là, les côtes grecques, mais un petit peu plus par les côtes par là. Pareil, une cité enterrée, mais là on n'a pas de nom, il n'y a pas de vestige, c'est complètement planqué dans la roche, ça ne se voit pas. Donc ça, je ne peux pas vous dire vraiment où elle est, parce que j'en sais rien. On pourrait trouver, mais bon, on n'a pas le temps de tout faire. Donc, on a ensuite, sur les grosses choses qui sont évidentes, qui crèvent les yeux tellement que vous n'avez plus d'œil, donc le temple de Zeus, bon, absolument infaisable, à la main, même de nos jours. Alors on a l'Odéon d'Hérodote Articus, un théâtre. Alors on va revenir donc théâtre de Dionysos. Les théâtres, si vous regardez bien, partout
partout. Hein. Et chez les Incas aussi, c'est bizarre quand même, les Incas avaient aussi des théâtres, des machins. C'est quand même curieux, hein. Ils font tous la même chose, ils sont complètement cons, hein. C'est pas possible autrement. Donc les formes de paraboles comme ça, c'est simplement, comme je l'ai déjà expliqué, c'est parce que ça captait des énergies, paraboles, hein, en forme, les théâtres bizarrement sont en forme de parabole, et en fait sont en pierre, sont assez vastes. Pourquoi faire? Recevoir des fréquences. Et en fait, les gens venaient, c'était la cérémonie du solstice, c'était la cérémonie de ci, la cérémonie de ça. Il y avait des jours où on savait que certaines énergies allaient tomber. Et ben les gens venaient, s'installer là, communier ensemble dans le silence et la tranquillité. Et accessoirement, peut-être, certaines personnes faisaient parler de la communauté, faire des choses comme ça. Mais les théâtres n'étaient absolument pas romains. Les Romains s'en sont servis parce qu'il y a une acoustique particulière. Néanmoins, ils ne l'ont absolument pas construit. Certains théâtres romains sont tellement massifs que ça reste toujours le même problème. Comment faire quelque chose? Tailler à même des montagnes entières, donc bon, chercher l'erreur. Alors on a le temple d'Héphaïstos, la porte d'Adrien, le Parthénon, tout ça c'est du méga bloc avec des broches métalliques, donc c'est toujours pas faisable. La cité de Delphes. Là, dans la cité de Delphes, c'est trop facile. On a le socle du temple, on a les broches, on a des blocs de pierre immenses qui font les fondations. Il faut savoir que les Romains ont retrouvé certains temples relativement conservés et d'autres écroulés. Donc, ils ont juste rebâti leur petite merde dessus et ils sont tout contents. Ah, c'est à nous. Donc, oui, on l'a récupéré, quoi. Donc les Romains n'ont strictement rien fait de ce qu'on leur prête, si des trucs qui tombent par terre, parce que les Romains ne faisaient pas certaines choses. Il faut être très clair. Donc ensuite, on a Delphes, fondation brochée, gros mur, des décors. On a plusieurs, sur le temple de Delphes, on a plusieurs périodes. On voit très bien, on a du bloc bien mégalithique, un mur en mégalithique mélissé, on a les socles et on a ensuite des murs avec des moulures. Donc ça veut dire simplement qu'il y a eu deux époques, l'époque de base et où on a fait un gros truc bien massif et ensuite on a voulu faire du décor. C'était pas gênant et en fait les bâtiments après les pierres sont légèrement plus petites, toujours aussi précises, mais par contre elles sont moulurées, ouvragées, on a des colonnes avec des motifs, des choses comme ça. C'est toujours Atlante. Donc ensuite, on a le nécromatium. Donc c'était un temple, c'était pour l'oracle, c'était l'oracle de la mort qui était par là. Et on a un monastère aussi par là avec des fondations atlantes. On a Héraïon à Argos, pareil. Palaio, alors là, Palaio Castro, hein. On a la pyramide d'Hélinicon, moins connue, c'est une petite pyramide, c'est pas très grand, hein, mais c'est une petite pyramide parfaitement atlante. Alors, c'était pas pour faire des trucs extraordinaires, c'est un petit habitat pyramidal, donc très joli, presque, il en reste assez pour voir que c'était bien beau. Donc, une petite pyramide à HE, donc E ou E, Hellénikon, on va dire. On a Tyrins, Tyrins, parce qu'en fait, il y a un Y-I-N-S. Alors, certains noms, moi, je les ai en anglais, parce que les mecs, ils font des sites en anglais, donc moi, je vous le donne comme ça vient, parce que j'allais pas non plus rechercher la traduction française du nom latin. Trop de travail. Donc, Tyrins, c'est Atlante, mais c'est pas propre. C'est pas, le style est bof. C'est assez amusant. Parfois, il y a un style bof. Je suppose que, bon, voilà, on voit que c'est des gros blocs, on voit ci, on voit ça, mais on voit que il y a moins de soins. Donc peut-être que c'est des petits Atlantes là, qui ont mis un peu moins de soins, des gars qui n'avaient pas tout le matériel, quoi. Alors on a la tombe du lion, donc on a Mycéane, on a Tolos, le mur. Alors celui-ci, c'est un mur un peu incontournable. Là, on est sur du méga gros, avec un style, on va dire, des pierres un petit peu qui donnent une texture assez jolie. Donc là, c'est le mur de Pnyx. Donc bien gros. C'est le mur des dieux. Hein, donc c'est du côté d'Athènes, hein, quoi qu'il arrive. Mur de Pnyx.
le truc mégalithique par excellence, et il y a tout un assemblage, bon, des cailloux un peu partout. Bon, il y avait forcément des choses par là. Ensuite, on a pareil, donc c'est toujours la Grèce, mais c'est la Crète. Bon, toujours du bâti. On a la cité de Lato, de Cassopie, on a Éleuthéré, ouais. Éleuthéré ou Théraï. On a Phaistos, la cité de Phaistos, on a Knossos, là on va dire Oïniade ou Waniade. On a Pleuron ou Pleuron, Lilaïa, on a Orchoménos, ah ouais, je les ai notés, mais bon, les dire, c'est le phénomène. Hein. Orchoménros, on a Minias, Pro-Erna, Sparte, bien sûr, Corinthe, Thèbes, Dodona, temple de l'oracle, et on a Stylos, trône de Poséidon. Alors là, c'est des tout petits trucs perdus au milieu de rien. On a un truc façon trône en pierre au milieu de rien, dans les champs. Bon, bloc de pierre perdu là, bon, bah, on voit très bien que c'est bien gravé. Donc ils ont appelé ça le trône de Poséidon. Bon, bah, c'est des pierres éparses, à savoir, je sais pas, c'est tombé d'un camion. C'est assez curieux, quoi. Donc bon, pareil en Crète, bon, de toute façon, on a la Grèce et la Crète, ça se suit. Hein. Beaucoup de choses. Et en fait, bon, voilà, on peut pas douter, mais bon, c'est pas. Une fois qu'on connaît la façon de bâtir des Atlantes, on reconnaît systématiquement le bâti Atlante. Il n'y a pas de. Voilà. Une fois qu'on a l'œil, on voit le bâti Atlante, on voit le bâti romain, on voit le bâti nouveau. Bon, c'est pas dur c'est pas dur à voir. Alors, l'île de Malte. Donc, l'île de Malte, où est-ce qu'elle est? On l'a perdu, on a la Corse. On a l'île de Malte quelque part, elle est tellement petite qu'on la voit presque pas. Donc, dans l'île de Malte, on a une grande cité. Alors, pareil, là, sur l'île de Malte, on a beaucoup de traces de chariots, très clairement, et qui s'en vont en descendant dans l'eau. Parce qu'il faut bien compter que les océans étaient beaucoup plus bas et que par la suite de la fin de l'Atlantide et une fonte des glaces qui avait commencé avant. Car en fait, les Atlantes, à certains endroits, le mur de Bimini, le mur de Bimini est une ancienne structure qui avait été démontée, posée, et la fin de l'Atlantide a mis fin aux travaux. Mais ils avaient déjà déposé une structure, stockée pour la remonter plus haut, tout simplement pour la mettre hors d'eau, car en fait, presque 1500 ou 2000 ans avant la fin de l'Atlantide, déjà, les calottes commençaient à bien fondre et le niveau de la mer commençait à monter. Bon, très progressivement, il n'y avait pas de bobos, mais il y avait des programmes de démontage-remontage qui avaient commencé à voir le jour, tout simplement parce qu'on voyait très bien que les niveaux d'eau montaient et donc il allait falloir remonter les cités, les plus gros temples, les plus grosses bâtisses. Bon, ce qui n'était pas compliqué puisque les blocs étaient uniques. Donc comme ils possédaient des assistances un peu genre ordinateur de tête, il pouvait mémoriser, on va dire, une baraque, il a déposé là, ensuite il a remonté là, sachant que toute pierre, en fait, avait parfaitement sa place, c'était pas compliqué, en fait. C'était comme un puzzle qu'on défait et qu'on refait. Donc là, sur l'île de Malte, on a donc les traces de chariots. On a, bon, sur l'île de Malte, on a des gros blocs, on a un peu parfois du motif, mais c'est assez usé dans l'ensemble. Bon, ça tient certainement du calcaire qui a mal supporté l'érosion, bon, sachant que certains bâtiments peuvent avoir 50, 70 000 ans. Donc, bon, faut voir que l'érosion, ça en fait. Alors, il y a la tour des géants, donc ce qu'on appelle la tour de Gozo. Et il y a un lieu qui est plus intéressant parce que plus préservé. En fait, c'est l'hypogée de Al-Saflieni. Bon. Grotte très bien ouvragée. En fait, c'est des grottes où tout est sonore. Tout l'ensemble est très sonore, bon, tout simplement pour que les fréquences de vie soient bonnes. Et en fait, tout l'ensemble des petites grottes est assez bien conservé. Bon, après, les êtres humains ont vécu dedans en faisant des logements, mais à l'origine, bon, à quoi ça servait? C'était peut-être des grottes du son. On soignait certainement dedans à base de sonorité, de choses comme ça. Donc bon, là, et c'est pareil, taillage impossible.
Un taillage trop précis, trop propre, voilà. Retaillé par la suite par les habitants un petit peu évasés, usés. Mais on voit que par contre, ça a été pas mal habité après l'Atlantide. Parce que c'était pratique, en fait, tout simplement. Donc, l'île de Majorque. Pareil, alors elle est peut-être un peu petite. La Palma, oui. Ouais, c'est un peu petit. On l'a quasiment pas. Donc, l'île de Majorque, on a la navetta DES, Tudon, structure en forme de bateau à l'envers. Alors bon, c'est un truc jardinier, ça se voit. Bon, c'est une sorte de coque de bateau à l'envers. Bon, voilà. Et on a Toralba Densalor. Bon, ça c'est pareil, c'est jardinier, ça se voit, il n'y a pas de problème. Donc après, bon, on avait donc, bon là, évidemment, pas mal de choses. Bon, on va parler de l'Afrique du Nord après. Là, on va aller donc en Syrie, Syrie, là, en Syrie, nous avons l'île d'Arwad Daridas. Donc c'est une île à l'heure actuelle où les bâtiments sont au bord de l'eau parce que l'eau est montée. À l'origine, ils étaient hors d'eau. Là, on voit, il y a quelques gros blocs, le reste, ça a été récupéré, ça a été abattu par les flots aussi parfois, puis érodé. Mais pour de vrai, en fait, il y a encore des structures en dessous et où il y avait déjà en fait des bâtiments, mais comme la Méditerranée, comme l'ensemble des océans ont augmenté à peu près je crois que ça a gagné plus d'une centaine de mètres avec la fonte des glaces, ça faudrait revoir. Donc bon, bah forcément, tout ça, ça monte et puis bah, ça noie certains bâtiments. Donc en Syrie, on a, bon là, de toute façon, Turquie, Syrie, tout le contour méditerranéen, il y a du comment dire, du bâtiment. En Espagne, on a aussi des choses quand même, puisque ça fait partie, je dirais, de la Méditerranée. Donc en Espagne, on a le Castro de Vlaca. Alors, alors Castro pour château, donc le château des Vlaca. Alors là, c'est un endroit où on pourrait se croire carrément dans les Andes. Bon, c'est à flanc de montagne, et il y a un petit assemblage de pierres. Donc des roches qui sont coupées, assemblées, type Inca. Il n'y a absolument aucun style autre que façon Inca. Grosse pierre, arrondie, formée dans la roche, c'est un peu au milieu de rien. Bon, certainement un petit assemblage qui servait dans le temps. On n'a pas regardé l'utilité, mais c'est assez marrant de voir le style Inca en Espagne. Ça laisse rêveur, quoi. Alors, on a Tarragona aussi, il y a des fondations atlantes et vous avez une cité romaine dessus, très facilement, ça se voit très bien, on a vraiment deux styles très différents. Ensuite, bon, évidemment, on a Jérusalem. Bon, Jérusalem, simplement le temple de David. Alors, il y a bien d'autres choses par là, quand même, puisque là, sur ces côtes-là, c'est pareil, il y a des temples, d'anciens trucs, de la caillasse à fond, donc il n'y a pas de souci. Le temple de David, il faut quand même, donc le mur des lamentations juives, bon, ne leur appartient pas, rien n'appartient aux hommes, tout appartient à la terre, on va dire. Il faut arrêter de se battre pour des murs, mais bon, ça, on fera jamais rien comprendre à l'humanité pour l'instant, ça va venir, ils vont pouvoir comprendre d'ici peu, vous allez voir. Donc, temple de David, c'est pas tellement le mur des lamentations et les grands murs de contour en haut, qui sont déjà en très très grosses pierres, c'est plutôt qu'on peut visiter par le dessous. Et par le dessous, on peut tomber par exemple sur un très gros bloc qui fait quand même dans les 570 tonnes, donc qui est type mégalithique. Les assemblages sont toujours avec zéro joint, hein, tout pareil. Et là, c'est peu érodé parce que c'est enterré. Et il y a des tunnels et bon, en fait, des endroits où on peut passer. Il y a une visite. Vous pouvez passer par des souterrains en fait de Jérusalem et on tombe sur par exemple quelques grosses bêtes, 570 tonnes, ça commence à faire, hein, surtout pour des gars avec des pelles, des pioches et des poulies en bois. Donc bon, hein, ça c'est le détail. Alors ensuite, bon là on était un petit peu par là, vous voyez, et on va monter en Turquie. Bon, Turquie, pas mal de petites choses. Bon, bien sûr, Hattusa, donc capitale hittite, avec des grandes portes en pierre, grandes portes en pierre, avec bon, bah, des grosses fondations. Le cube vert, la batterie Atlante, la seule du monde à être restée là. Euh, Ensuite, par là, bien sûr, en Turquie, des traces de chariots, parce qu'avec les batteries, il y a les traces de chariots, un petit peu à droite, à gauche. Ensuite, on a Kefkalesi. Donc là, bon, je vous donne les noms. Donc Kefkalesi, il y a Prière. Alors Prière, mais c'est une ville en fait.
le temple d'Apollon, bien sûr romain, hein, c'est évident, Sapinoa, le Médène Calessi, une cité plus un grand mur d'enceinte. Donc là, il y a une petite cité, mais surtout un beau grand mur d'enceinte, bien Atlante, sans aucune possibilité de se tromper. Le mont Nemrod. Alors bon, le mont Nemrod, c'est une petite blague dans une blague. C'est une blague en fait Atlante de base. Alors on a une sorte de petit temple devant, truc ridicule, des statues soi-disant de Dieu, patati patata. Bon bah là, les statues c'est pareil, hein, c'est pas du tout les Romains qui les ont posées. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le mont Nemrod, c'est un